Bonjour à tous. Sandrine, je te propose de démarrer, puis ça fera venir ceux qui sont un petit peu en retard. Ok, bonjour à tous, je suis Sandrine Soriol, la directrice générale du CIAN. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que j'ai vu que nous avons de nombreux invités aujourd'hui, le CIAN est une association qui regroupe les entreprises qui sont implantées en Afrique dans différents secteurs d'activité. Et parmi les services que nous proposons à nos adhérents, il y a ces commissions sur des thématiques transversales. Et donc aujourd'hui, vous êtes là pour une commission digitale animée par Jean-Michel Huette. Et nous recevons aujourd'hui Marianne Brunat, Pierre-Roy Contensin, Stéphane Lelux pour nous parler des infrastructures télécom. Voilà, vous pourrez poser vos questions en utilisant le petit onglet Q et R que vous avez en bas de votre écran, voire même lever la main si vous souhaitez intervenir. Mais sinon, les questions écrites sont très bien. Et puis, on va laisser nos invités un peu dérouler leur présentation et on répondra aux questions plutôt dans un second temps. On verra comment ça se passe. Donc, je passe tout de suite la parole à Jean-Michel pour commencer cette session qui devrait durer une heure environ. Merci beaucoup Sandrine et bonjour à tous. Effectivement, alors un sujet à la fois technique, mais on a la chance d'avoir des intervenants qui d'une part sont vraiment des experts et des sachants du sujet, et je les connais tous les trois. Ils ont aussi cette capacité à rendre intelligibles des sujets qui peuvent paraître techniques. Donc, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, rassurez-vous, on se sera en langage tout à fait clair. Et puis pour ceux qui connaissent, je pense qu'on va aller assez loin dans les innovations et dans les nouveaux modèles autour de ces questions d'infrastructure télécom en Afrique. C'est vrai que depuis maintenant 3 ans que la commission numérique digitale existe au CIAN, on a souvent abordé des questions sur les services, les usages, mais malgré tout, tout ce qui se passe autour du numérique n'existerait pas s'il n'y avait pas toutes ces infrastructures. Le continent est encore le continent où le numérique n'est pas le plus développé, même si ça a énormément progressé. Par contre, il n'est plus dans une situation catastrophique il y a 20 ans, où c'était un continent très peu connecté au reste des autres. Et donc, il y a vraiment eu des changements, et ces changements vont continuer. Je pense que nous allons voir avec nos intervenants. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de présentation. On est très sans slide ici. C'est plutôt une logique un peu de discussion entre les intervenants. On a travaillé ensemble sur un petit fil rouge et quelques questions. Et bien entendu, comme le disait Sandrine, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, juste un petit point technique, c'est dans l'onglet Q&R. Évitez de jouer sur discussion et Q&R, parce qu'après, c'est compliqué pour faire le suivi c'est en direct, si je veux dire, pour faire le suivi des questions, et on essaiera de répondre au maximum de ces questions. Je propose pour commencer quand même de faire un petit tour de table, cette table étant virtuelle, de nos 3 intervenants. Marianne, dans un premier temps. Merci Jean-Michel. Oui, bonjour, Marianne Brunat. Je connais, je pense, déjà pas mal de gens autour du pont. J'ai une double casquette. Je m'occupe chez Orange du business développement de nos infrastructures, côté réseaux internationaux et wholesale. Et par ailleurs, j'ai la chance de présider avec Stéphane également la commission internationale de la Fédération Infranum, qui regroupe l'ensemble des entreprises françaises qui travaillent dans le domaine des infrastructures numériques. Et ce n'est pas spécialisé sur l'Afrique, c'est même beaucoup plus large, ça concerne le monde entier. Merci Marianne. Justement Stéphane, voilà, bonne transition. Merci à tous, merci à Sandrine et merci à Jean-Michel pour leur invitation. Donc, je suis Stéphane Lelux, je préside le groupe d'ingénierie de conseil qui s'appelle Tactis, qui intervient depuis un peu plus de 25 ans dans le domaine des infrastructures de télécommunications en France, en Europe et puis en Afrique depuis une quinzaine d'années. Nous intervenons auprès aussi bien des autorités, des gouvernements, des régulateurs, mais aussi des investisseurs et des opérateurs. Marianne l'a dit, j'ai également une casquette au niveau fédération, donc je ne reviendrai pas dessus et on pourra développer ces sujets dans les prochaines minutes avec vos questions peut-être et les thèmes que Jean-Michel nous a préparés. Merci. Merci Stéphane. Et enfin, Pierre. Oui, bonjour à tous. Pierre-Roy Contensin, donc je suis le secrétaire général de groupe Vivendi Africa, qui est la business unit au sein de Vivendi en charge du déploiement de réseaux de fibre optique à domicile. Alors, on va parler tout de suite technique de FTTH. Et donc, ces réseaux servent aujourd'hui essentiellement à fournir des accès très haut débit Internet aux foyers
et aux entreprises. La spécificité de Groupe Vivendi Africa, c'est le Africa. C'est une activité qui est 100% dédiée aux grandes capitales, aux grandes métropoles subsahariennes, où pour la première fois, on peut bénéficier, grâce à notre société et à notre service qui s'appelle Canalbox, d'un accès très haut débit dans une douzaine de métropoles, je citerai peut-être un petit peu plus tard quand on rentrera dans le détail. Le leitmotiv étant que la fibre n'est pas réservée uniquement aux pays occidentaux, ou on va dire riches, mais est également un moyen d'accès à Internet fiable et peu coûteux quand on se donne les moyens de le déployer de façon massive. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec Vivendi depuis maintenant plus de 7 ans. Merci Pierre. Et on fera un petit QCM à la fin sur tous les acronymes pour voir si vous avez tous retenu. Alors, pour commencer, peut-être faire une big picture, un d'état des lieux, d'état de l'art, du développement des réseaux télécoms en Afrique. Stéphane, tu es un des grands experts du sujet. Est-ce que tu pourrais nous faire rapidement, le but c'est pas de faire un exposé, un petit peu une sorte d'overview, voilà, où est-ce qu'on en est quand on parle infrastructure des réseaux en Afrique? Merci. Alors oui, en quelques éléments clés, tout d'abord peut-être rappeler les grands défis auxquels le continent doit faire face. On a un défi de nature démographique, puisqu'on va avoir un doublement de la population d'ici 2050. On va avoir en même temps un triplement des urbains, des citadins, donc des phénomènes de migration aussi au sein des territoires qui vont être très importants. Avec bien sûr derrière ces défis démographiques des défis de formation, de santé, d'employabilité des populations. Et puis le deuxième grand défi, c'est un défi environnemental, écologique. On parle de ressources, d'énergie aujourd'hui, mais il est évident que ce deuxième grand défi est face à ces croissances démographiques et au changement aussi du niveau de vie des Africains est un véritable sujet de préoccupation. Et puis le troisième grand sujet, pas les trois sujets exhaustifs, mais enfin les principaux, c'est les problématiques de sécurité, de stabilité et de souveraineté qui peuvent être attachées à ces évolutions. Donc face à cela, le numérique et plus spécifiquement le sujet qui nous intéresse, les infrastructures de télécommunication, sont des véritables outils au service de ces transformations. Ce que dit d'ailleurs l'UIT dans son rapport de 2019, c'est que on estime que 10% de population couverte en plus par le haut débit génère potentiellement 2,5% de PIB en plus. Donc on voit qu'il y a un effet véritablement de levier de ces technologies sur toute l'économie. Alors aujourd'hui, je m'attarderai à trois enjeux majeurs sur ce qu'on peut appeler l'accessibilité, la qualité. Le deuxième, c'est le caractère abordable. Et le troisième, c'est, on va dire, l'aspect souveraineté, résilience. Mais je vais juste faire un focus sur ces points-là et je ne serai pas exhaustif, évidemment. Tout d'abord, on peut dire que sur la partie accessibilité, aujourd'hui, il y a l'Afrique, c'est à peu près 11% des internautes de la planète. C'est un peu plus de 520 millions d'usagers, d'internautes, et c'est moins de… Alors, ça dépend comment on va regarder les chiffres, mais c'est une pénétration qui est inférieure à 50%, bien sûr, de la population africaine, puisqu'on est plutôt à 35-40%, ça dépend de quelle zone on va regarder, mais il est évident qu'il y a encore un énorme gap à franchir sur l'accessibilité. Les chiffres, on pourra revenir plus en détail. Ce qui est important, c'est de voir que les infrastructures qui sont derrière cela, on va dire, elles sont de trois niveaux. On a les infrastructures longues, une vingtaine de systèmes sous-marins qui ont été déployés. Ensuite, on a on va dire les distributions ou les réseaux continentaux ou les backbones qui sont à l'échelle régionale ou nationale. On estime qu'il y a aujourd'hui un peu plus de 1,4 million de kilomètres de fibre optique qui ont été déployés ou qui sont en cours de déploiement. On pourra revenir là-dessus. Il y a à peu près la moitié qui est financée par du public et du privé sur ces infrastructures. Et puis, il y a aussi un autre point qui est important, c'est ce qu'on appelle les Internet Exchange Points, c'est-à-dire tous ces endroits qui permettent d'échanger entre les opérateurs les flux Internet. On a, en une dizaine d'années, multiplié par près de 5 le nombre de ces points, mais ils ne sont pas encore suffisants. Il y a aujourd'hui un peu moins d'une cinquantaine de sites, enfin 46 pour être précis, qui sont présents dans un peu plus de la moitié des pays africains, mais on voit bien que tous les pays n'ont pas
leur site. Et puis, évidemment, il y a toute cette technologie mobile qui a été le levier très particulier pour l'Afrique, plus que pour les pays du Nord. C'est le mobile qui a été vraiment l'accélérateur. Et pour parler infrastructure, pour avoir une idée, il y a plus de 170 000 tours présentes sur le continent africain aujourd'hui qui permettent de couvrir ces usages, en tout cas ces usagers. Et c'est de la 2G, c'est de la 3G, c'est de la 4G, c'est de la 5G, c'est quoi? Alors, majoritairement aujourd'hui, c'est de la 3G, c'est en train de migrer vers la 4G. On pourra revenir sur la part de la population qui est couverte, mais on va dire que principalement, c'est à peine 60% de la population qui est couverte aujourd'hui en 3G. On est à peu près à un petit peu moins de ce ratio. Et puis après, évidemment, la 4G n'est pas encore accessible à la majorité de la population. Puis la 5G commence à émerger dans quelques pays. Et puis, bien sûr, on a d'autres technologies de desserte. On parlait tout à l'heure, je pense que Pierre va en parler, de la fibre à l'abonné. Aujourd'hui, il y a un peu moins de 2% des foyers qui sont raccordés ou éligibles. Donc, on voit que les accès fixes sont encore très, très loin des accès mobiles. Donc, alors, les deux autres dimensions rapidement que tu évoquais. Oui, voilà. Sachant qu'il y a le satellite, je passerai dessus rapidement. On pourrait revenir sur les questions notamment de souveraineté, les satellites, le Wi-Fi qui viennent couvrir aussi des zones rurales qui sont importantes. Le deuxième enjeu, c'est que ce soit abordable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un Internet inclusif si c'est pas abordable. On sait qu'il y a 36% de la population qui est analphabète sur le continent africain, donc il y a des vrais enjeux aussi de passer de cet analphabétisme au numérique et comment on franchit cette barrière. C'est énorme, 36% de la population. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas amener l'Internet à tout le monde comme ça. On a aujourd'hui un des freins majeurs, c'est le coût. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'un gigabit coûte environ l'équivalent de 4% des revenus mensuels. Quand on sait un internaute africain consomme à peu près 3 gigabits par mois, ça veut dire 12% de ses revenus mensuels sont consacrés à l'Internet, alors qu'en France, c'est 2%. Vous voyez l'effort que doivent faire les Africains aujourd'hui. Ça, c'est le deuxième enjeu que je voulais aborder, mais on pourra le redévelopper sur le côté abordable. Le troisième enjeu, c'est clairement que l'on est dans cette sphère de développement de l'Internet, un Internet et un numérique qui soit beaucoup plus souverain, beaucoup plus durable et qui soit local. Et aujourd'hui, quand on se rend compte qu'on a 11% de la population d'internautes mondiale qui est africaine et qu'on a à peine 1% des data centers, c'est-à-dire à peu près une centaine qui sont basés en Afrique, on voit qu'il y a un gap gigantesque à franchir. On estime qu'aujourd'hui, pour pouvoir être proportionnel à la population d'internautes, il faudrait donc 700 data centers, là où il y en a 100 aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a un gap en infrastructure aussi d'hébergement de la donnée qui est majeur. Voilà un peu les éléments clés que je voulais rappeler, sachant que, peut-être pour conclure sur mon propos liminaire, la Banque mondiale qui a estimé à peu près le besoin en termes d'investissement pour rattraper ces infrastructures a donné un chiffre de l'ordre de 100 milliards de dollars qu'il fallait investir d'ici 2030 dans ces infrastructures, donc sur les 7-8 ans qui viennent. Voilà. Donc, pour avoir un Internet de qualité abordable et si possible souverain. Voilà. Merci pour ce propos liminaire. Je me retourne vers Marianne puis Pierre. Est-ce que sur ce première approche-là, qui est vraiment présentée à l'état de l'art de où on en est, vous avez des éléments complémentaires à préciser, peut-être sur l'aspect fibre notamment? Alors, Marianne, peut-être en premier. Oui, je vais rebondir un petit peu sur les points, donner peut-être un peu, d'une part, la vision Orange et puis des éléments qui sont au-delà des chiffres, Stéphane, qu'on partage souvent, mais qui sont des faits. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on reprend un peu l'architecture qu'a donné Stéphane, le gros du trafic aujourd'hui, il arrive en Afrique sur les câbles sous-marins. Les câbles sous-marins, on a de nouveaux câbles transatlantiques, principalement d'ailleurs financés par nos amis américains, les GAFAM, qui arrivent sur le continent. On a deux principaux là qui arrivent, qui sont Equiano et Tout Africa, alors sur lequel il y a des cofinancements d'autres opérateurs, mais le leadership là-dessus, il est américain. Qu'est-ce que cherchent ces GAFAM? Ils vont chercher à développer des data centers. Et effectivement, quand on regarde le nombre, il y a un truc qui est tout bête, mais allez voir la carte des data centers, c'est la data center map, la différence entre l'Europe et l'Afrique, visuellement, c'est juste incroyable. Donc, il y a tout à faire encore sur ce continent d'un point de vue data. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
ces gros réseaux viennent d'abord relier les data centers des GAFAM. Là-dessus, donc nous, Orange, on est partenaire, on est voilà. Et derrière, il faut des réseaux terrestres pour aller relier, d'une part, les pays côtiers, et puis il y a vraiment deux types de pays en Afrique. On a les pays côtiers qui ont accès aux câbles sous-marins et les pays enclavés qui, malheureusement, eux, n'ont pas accès, qui sont en plus souvent, quand on regarde l'Afrique de l'Ouest, les pays enclavés, que ce soit le Burkina, que ce soit le Niger, ne sont pas les pays les plus développés. Et là, clairement, il y a des choses à faire. Là aussi, un petit point. Donc, effectivement, ces réseaux terrestres, aujourd'hui, sont développés d'une part par les opérateurs privés. On investit côté Orange plus de 7 milliards d'euros par an, donc c'est juste énorme, mais aussi par les opérateurs publics. Par contre, ces réseaux, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont été construits et qui ne sont pas exploités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime à plus de 20 000 kilomètres de réseaux en Afrique qui ont été construits, qui commencent à être obsolètes et qui ne sont aujourd'hui pas exploités, donc sur lesquels il ne passe rien. Donc là, il y a un vrai enjeu de se dire comment est-ce que entre le public et le privé, on arrive à mutualiser nos investissements pour faire des réseaux terrestres. Donc là, c'est vraiment les réseaux régionaux, soit au niveau d'un pays, soit au niveau du transnational, qui soient mieux utilisés et qui permettent d'avoir une vraie connectivité en Afrique. Et puis enfin, il y a les réseaux d'accès, ceux qui arrivent chez vous, que ce soit en mobile, que ce soit en fixe. Donc là, quand même, juste, voilà, en Orange, on déploie du FTTH, donc de la fibre jusqu'au domicile, dans maintenant l'ensemble des pays de ce qu'on appelle notre footprint. On est présent sur 16 pays en Afrique. On a déployé en 2021 plus de 800 000 prises. Donc c'est quand même énorme. C'est quelque chose qui est, voilà. Aujourd'hui, on a plus de 2 millions de clients fixes. Donc c'est quelque chose qui est exponentiel. Alors, qui se passe aujourd'hui plutôt dans les grandes métropoles. C'est-à-dire que le rural, tel qu'on connaît le plan très haut débit en France ou en Europe, ça reste encore à venir. Mais dans les grandes métropoles, voilà, ça arrive. On n'a pas tout à fait les mêmes méthodes de déploiement et ça, je pense que c'est un sujet qu'on pourra aborder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux qu'on déploie en Afrique, un peu tous, c'est des réseaux qui sont moins ouverts qu'en Europe. On n'a pas la même ingénierie de déploiement. On a des coûts de déploiement aussi qui sont plus faibles, mais qui nous permettent d'arriver avec des services qui correspondent à des niveaux de prix qui correspondent à des populations africaines. On parlait de fait que ça soit abordable. Il faut que ce soit abordable. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on peut constater quand même, c'est que les réseaux FTTH en Afrique sont moins mutualisés qu'ils ne peuvent l'être en Europe grâce à la réglementation. J'avais vu qu'il y avait des gens de la réglementation et du Fratel qui étaient dans l'assistance. Je veux bien qu'on réagisse sur ce sujet. Et puis donc là, voilà. Et puis après, bon, bien sûr, il y a toute la partie mobile. Donc aujourd'hui, les clients 4G, on en a plus de 44 millions en Afrique. Donc ça reste quand même, ça devient une masse. La 4G est largement déployée par Orange sur l'ensemble des pays du footprint. Et la 5G commence avec des fréquences qui ont été acquises au Botswana et des pilotes qu'on a commencé au Sénégal, au Mali et en Tunisie. Voilà, vous donnez un petit peu la vision à la fois Orange et infrastructure. Mais il y a des vrais enjeux sur l'Afrique et je pense entre acteurs publics et privés et entre acteurs financiers, réglementaires et opérateurs, bien sûr. Donc, tout à fait. Puis je pense qu'on va en parler tout à l'heure de ce jeu d'acteurs entre privé et public. Peut-être pour terminer ce premier tour de table, Pierre, quelques éléments complémentaires, notamment sur la fibre, de ce que vous faites. Oui, alors je suis parfaitement en ligne avec tout ce qui vient d'être dit et évidemment les grands enjeux et les grandes évolutions des dernières années, l'arrivée des câbles sous-marins, bien après d'autres continents, et malheureusement, mais effectivement, sans les câbles sous-marins, je ne sais pas si quelqu'un dans l'assistance se souvient encore de l'époque où pour avoir de l'Internet en Afrique, il fallait passer par des satellites, ce qui coûtait plusieurs centaines de dollars le méga, avec des coupures permanentes. Tout ça est fini. Enfin, je vais évidemment schématiser parce qu'on va parler des zones où il y a une grande densité de population urbaine et avec ce qu'on peut appeler une classe moyenne, même si c'est un petit peu une classe moyenne moins, mais avec un tout petit peu de moyens. Donc, ça ne règle pas le problème. Je pense que Stéphane voudra en parler aussi tout à l'heure, de tout ce qui est rural, éloigné et qui représente plus de la moitié de la population en Afrique. Mais si on regarde quand même la situation de l'autre moitié, celles qui sont dans les grandes métropoles, il y a quand même des choses qui ont énormément changé depuis 10 ans. Les câbles sous-marins sont arrivés. Ils sont maintenant, c'est devenu un non-sujet.
Les backbones, Marianne vient d'en parler, ça construit partout dans tous les sens. C'est pas encore complètement optimal, mais on voit bien que ça avance. Et c'est plutôt là-dessus que je vais me concentrer. Le vrai sujet qui manquait, le chaînon manquant, c'était la boucle locale. Pendant très longtemps, il a été considéré, alors par qui? Et il a été considéré que pour l'Afrique, la boucle locale, ce serait le mobile. Et uniquement le mobile. Toute autre solution serait trop chère, trop compliquée, pas adaptée, les matériels pas faits pour ça, les coûts de déploiement de réseaux trop élevés. La réalité, pas du tout celle-ci. La réalité est simplement qu'à partir du moment où il y a des investisseurs qui sont prêts à relever le défi de la fibre optique, ben on y arrive. C'est ce que fait GVA depuis, donc je disais, maintenant 7 ans. Les premiers réseaux ont été déployés à Libreville et à Lomé il y a 5 ans. C'est des réseaux aujourd'hui qui couvrent 100% de ces deux villes. C'est en fait le challenge, et on va parler un peu de modèle, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse, mais le challenge, c'est de trouver, Marianne le disait, l'équilibre entre le coût et la capacité du client à payer. Et donc, cet équilibre-là, il n'est pas si simple que ça. En tout cas, ce n'est pas le même qu'en Europe, ce n'est pas le même qu'en Amérique, ce n'est pas le même qu'en Asie. Mais on peut trouver cet équilibre. Il y a des choses qui sont plus positives en termes de coûts en Afrique qu'en Europe. Il y a des possibilités d'acheter des équipements beaucoup plus massivement puisque les couvertures peuvent être plus importantes. On trouve des solutions. La bande passante est un des coûts principaux et effectivement, avec ces nouveaux caps sous-marins, on arrive à trouver des solutions. Le challenge qui s'était posé à nous chez GVA, c'était de savoir si il fallait faire comme ce qui a pu exister un petit peu déjà avant notre arrivée, c'est-à-dire du cherry picking, aller chercher les personnes avec les plus hauts revenus dans les quartiers un peu huppés, les grandes entreprises, le B2B, ou faire ce qui est la vie normale de l'opérateur fixe, c'est-à-dire couvrir complètement, totalement une zone, et puis ensuite essayer de raccorder le plus de gens possible. C'est cette option qu'on a retenue. Donc aujourd'hui, on est à presque 2 millions de foyers couverts sur les zones de GVA. Alors oui, c'est effectivement pas beaucoup. Il y avait une petite question qui disait 2%. Est-ce que c'est sur toute l'Afrique ou le subsaharien? Je ne sais pas exactement, Stéphane, quelle est la zone qui est couverte par tes 2%. Mais si je fais juste une petite addition de ce que je connais entre les pays franco et quelques grands pays anglo, le Kenya, l'Afrique du Sud, tout mouillé, je pense qu'on doit avoir une dizaine de millions de foyers qui sont éligibles à la fibre optique à domicile. Une dizaine de millions de foyers, ça fait 50 millions de personnes, comparé à ce que Stéphane nous a dit, 900 millions d'habitants aujourd'hui. Donc oui, ce n'est pas grand-chose, mais il y a 5-6 ans, c'était zéro. Et oui, on est bien dans une croissance exponentielle, et oui, on est bien dans un besoin qui est avéré, qui est confirmé par la population. Enfin, c'est un succès commercial phénoménal. Dès qu'on arrive dans une zone, les gens font quasiment la queue pour qu'on les raccorde. Le prix est un élément déterminant de la capacité à proposer cette offre. C'est certain que des offres à $100, enfin, ou à 100 € qui aient pu exister n'ont jamais pu fonctionner, ou en tout cas quelques personnes. Aujourd'hui, ce qu'on propose chez Canalbox, c'est $20 pour une offre qui est à 50 mégabits par seconde en illimité. Illimité, d'ailleurs, étant quelque chose qui n'existait pas sur ces marchés-là depuis des années, qui n'existe toujours pas d'ailleurs sur le marché du mobile, mais qui est un vrai besoin d'usage. Ensuite, aujourd'hui, on se rend compte que, on parlait de Google et de Facebook tout à l'heure, la vidéo, c'est plus de 60% du trafic qui passe sur nos réseaux. Et ça va continuer d'augmenter. Donc, les débits sont importants, donc la consommation de bande passante est importante. Donc, on voit que ces populations ont des usages, des habitudes qui ressemblent très fortement à celles de tous les autres utilisateurs d'Internet dans le monde. Voilà, ce sera peut-être ma conclusion pour le moment, Jean-Michel, mais effectivement, nous, on ne voit pas de différence sur ce type de public avec ce qui peut exister ailleurs, et on pense qu'en fait, il faut exactement leur fournir les mêmes services que ce qu'on pouvait trouver sur les autres continents. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, et on va continuer. Très bien, merci beaucoup Pierre. Mais justement, maintenant, je voudrais qu'on travaille un petit peu plus sur le fond tu l'as évoqué, des nouveaux modèles économiques.
Alors, si on prend, par exemple, la 5G d'un côté, enfin 4G, 5G, là, je me retourne vers Stéphane, est-ce qu'on est sur des modèles, je dirais, classiques de déploiement? On a vu tout le sujet depuis 5-6 ans des towerco, donc des entreprises finalement qui gèrent à part les réseaux, enfin les réseaux et les tours surtout, dans le cadre des mobiles. Il y a eu quelques débats venant d'Amérique latine sur le wholesale 4G, voire 5G. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, le déploiement de ces réseaux mobiles, c'est le même modèle en Europe ou il y a des spécificités africaines? Alors, tout d'abord, merci Jean-Michel de la question. Je vais repréciser mes 2% tout à l'heure, c'est l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est en Afrique du Nord qui est un peu à part, puisqu'en fait, historiquement, les réseaux fixes étaient beaucoup plus déployés sur l'Afrique du Nord, ce qui n'était pas le cas sur l'Afrique subsaharienne, ce qui explique cet énorme gap, puisque les réseaux cuivre, d'ailleurs, en Afrique subsaharienne, sont de l'ordre de quelques pourcents, hein. Le pays qui est le plus avancé en Afrique, d'ailleurs, tout compris, c'est l'Afrique du Sud, hein, où on a véritablement là pratiquement la moitié des abonnements de ces 2% est en Afrique du Sud. Rien que sur ces 2%, vous avez la moitié de l'Afrique subsaharienne sur l'Afrique du Sud. Donc, ça veut dire que le reste pèse vraiment pas beaucoup, hein, sur le reste du sud du continent, en dessous du Sahara, enfin, incluant le Sahara. Voilà. Donc, par rapport à ta question, les modèles économiques concernant les nouvelles générations de réseaux, alors si on peut considérer d'ailleurs que la 4G est un nouveau type de réseau, en fait, comme l'a dit Marianne, aujourd'hui, la 4G, c'est quelque chose qui est en cours, hein, c'est en work in progress. Alors, on est très loin d'avoir atteint les 50%, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans les 25-30% de la population qui est éligible, hein, en 4G. Hein. Mais ça va aller assez vite. Pourquoi? Parce que la bascule 3G vers 4G va se faire assez naturellement. Donc, c'est plutôt des changements d'équipement. Ce qui va se passer dans les générations 5G, on va avoir plutôt, on va dire, des problématiques qui vont être de densification des réseaux dans les zones, notamment les zones urbaines. Et c'est là où on va avoir des problématiques plus importantes sur le suivi enfin, en tout cas, sur la capacité des investisseurs à suivre ces nouveaux défis. Il y a aussi des problématiques d'énergie derrière, parce qu'en fait, on va avoir besoin d'amener plus de tours. Je parlais de 170 000 tout à l'heure. Il va falloir renforcer ce nombre de tours. Et donc, le problème que ça va poser, c'est le même problème qu'on connaît en Europe, c'est est-ce qu'on aura de la place pour des nouveaux sites? Est-ce qu'on aura les moyens de faire chaque opérateur ses propres sites avec tous les problèmes à la fois d'occupation de l'espace public, de consommation d'énergie et évidemment, bien sûr, la rentabilité de ces sites s'éloignant, plus on va quitter le cœur des villes, s'éloignant. Donc, on va avoir besoin de regarder comment on peut garder un équilibre économique tout en augmentant la couverture territoriale. Je dirais donc il y a deux approches qui vont impacter en quelque sorte les modèles publics-privés. C'est l'hyperdensification des réseaux là où il y aura peut-être plus de place pour pouvoir mettre des nouvelles antennes facilement, d'un côté, mais c'est pas encore trop le cas en Afrique, même si ça arrive. Hein. Et puis, plus on va s'éloigner des centres urbains, plus on va s'éloigner des grands axes routiers, comment on arrive à des modèles économiques qui flottent. Et c'est là où la mutualisation, les towerco notamment dans un premier temps, apportent une potentielle solution. On voit bien que les opérateurs, Orange en fait partie, ont externalisé une partie de leur parc et en ont gardé une autre partie. On est à peu près à 50-50 en fonction des opérateurs. Hein. Et donc, je pense que la tendance de fond dans les prochaines années va être plus sur une mutualisation des équipements, notamment à cause des problématiques de raccordement du backbone fibre optique, parce qu'il va falloir amener de la data, là on faisait que de la voix, et l'énergie. Voilà. Et je pense que la data et l'énergie vont pousser à la mutualisation de ces sites mobiles dans les prochaines années. Merci beaucoup, c'est très clair et on voit qu'effectivement il y a des grands enjeux autour du mobile. Pierre, si on revient sur le modèle de déploiement économique du FTTH, parce que j'entendais ce que tu disais tout à l'heure, mais l'espace africain est tellement énorme, enfin la superficie, est-ce que c'est faisable de déployer de la fibre dans ce continent si immense? Alors, je vais te répondre sans te parler de l'Afrique, je vais te répondre en te parlant des réseaux filaires en général. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un modèle économique d'un réseau filaire fonctionne? Il faut d'abord une grande densité de population. Pourquoi? Parce que le déploiement doit essayer de couvrir en même temps le maximum de gens tout en coûtant le moins cher possible. Donc, la densité est le critère primordial.
y compris en partie sur la question des coûts, la possibilité de construire en mutualisant les infrastructures passives existantes. J'ai entendu Marianne qui parlait de mutualisation tout à l'heure. C'est évident qu'aujourd'hui, si on peut réutiliser, comme c'est le cas pour GVA, les poteaux électriques pour aller tirer des fibres optiques, ça évite de dépenser son argent dans les poteaux ou dans des fourreaux ou dans des tranchées. Donc la densité et la capacité à construire. Et puis ensuite, c'est aussi la capacité à fournir un débit satisfaisant, le plus haut possible, puisque de toute façon, avec la technologie GPON, deuxième acronyme, qui est utilisée pour du FTTH, on pourrait monter théoriquement jusqu'à 1 gigabit par seconde par client. Simplement, il faut l'acheter, cette bande passante, et il faut la transporter, et il faut l'amener jusqu'à la boucle locale. Plus les clients vont être exigeants sur la qualité du service, sur la vitesse, plus il va falloir leur fournir de bandes passantes. Donc, il faut trouver le moyen d'avoir un coût de bande passante le plus bas possible. Et dans le temps, avec l'évolution des usages, on sait que la consommation de bandes passantes va être exponentielle. Ça a déjà commencé, mais ce n'est pas terminé. Donc, la densité, le coût de la bande passante, et puis le troisième critère, bon, peut-être que celui-là, effectivement, il est un petit peu plus lié à une situation en Afrique, mais c'est les barrières à l'entrée. Comment on fait pour pouvoir lancer une activité sur un continent où il y a 52 pays, en subsaharien un peu moins, sachant que chaque pays a sa réglementation, son régulateur, ses règles fiscales, ses règles corporate, voilà. Donc tout ça génère aussi une étude partie. Ça montre qu'il y a pas mal d'investisseurs en Afrique, pas seulement sur le secteur télécom ou même sur les infrastructures, mais en général, qui ne visent que les plus gros marchés. Pour se simplifier la vie, c'est plus simple d'aller au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud. Simplement, il n'y a pas uniquement des habitants dans ces 3 pays et l'Internet est attendu par tout le monde. Donc, il faut quand même essayer de trouver des modèles qui soient à l'équilibre et rentables, puisque c'est des investisseurs privés essentiellement qui amènent des boucles locales, que ce soit en radio ou que ce soit en filaire. Il faut rentabiliser ces investissements privés. La densité est primordiale, le prix de la bande passante est primordial, et la capacité d'entrer dans le marché sans trop de contraintes existentielles, c'est également primordial. Et aujourd'hui, on est dans 7 pays que je vais citer et qui sont ceux pour lesquels les barrières à l'entrée, finalement, n'ont pas pu nous bloquer et nous ont permis de lancer nos activités. Donc, nous sommes dans l'ordre chronologique au Gabon, à Libreville, depuis 5 ans, à Lomé, au Togo, depuis 4 ans et demi, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, au Burkina Faso, à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, et également au Congo-Brazzaville, à Brazzaville et à Pointe-Noire, en RDC à Kinshasa et à Goma, et puis au Rwanda à Kigali. Alors, j'ai cité quelques pays qui peut-être vous surprennent, mais la RDC… Mais ce qui est intéressant par rapport à la remarque de Marianne de tout à l'heure, c'est qu'il y a à la fois des pays côtiers et aussi des pays enclavés. Exactement. Rwanda, Burkina, bon, et même Kinshasa, Congo, c'est quasi enclavé. Exactement, et il y a des pays qui ont une réputation aussi d'être très compliqués, la RDC par exemple. Il se trouve que finalement, on a pu avoir des licences, on a pu avoir des autorisations de passage, on a pu avoir des accords pour utiliser les poteaux sans problème. Donc, il n'y a pas de préjugés à avoir, en fait. Il faut simplement rencontrer les autorités, envisager le projet comme un projet long terme. De toute façon, c'est des rentabilités, des retours sur investissement qui ne sont pas avant une dizaine d'années. Donc, il faut être sûr qu'on a bien envie d'investir pour au moins 10 ans avant le ROI. Et il faut surtout envisager ce projet dans une inscription un peu plus globale, dans un plan économique plus global du pays. Et Stéphane le rappelait tout à l'heure. Et ça, les autorités et les décideurs dans les pays le savent. Le numérique, aujourd'hui, c'est une clé du développement économique. Et ce n'est pas un élément à part des autres. C'est en plus complètement transversal pour l'ensemble des activités économiques. Donc, sans numérique, il n'y a pas grand-chose qui pourra se faire. Donc, il y a urgence à ce que le déploiement du numérique se fasse.
Il se trouve que du côté de Vivendi, on pense que le raccordement en fibre optique, en termes de fiabilité, en termes de qualité de service, en termes de pérennité, puisque, comme je vous disais, le GPON, on peut monter jusqu'à 1 gigabit par seconde. Peut-être que dans 5-6 ans, il y aura 1 gigabit par seconde chez tous les foyers abonnés à Canal Box, comme c'est le cas en Europe. Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas le cas. Donc, il faut absolument accélérer les investissements, il faut accélérer l'ouverture des pays et il faut continuer à utiliser ces ressources numériques pour le développement économique local. Tout à fait. Alors peut-être pour terminer sur ces modèles économiques un peu nouveaux ou innovants, ou en tout cas peut-être moins connus que ceux dont on vient de parler, dans l'invitation et dans le titre de cette conférence, il y avait NHN, encore un acronyme, ça c'est pour le QCM en fin de partie. Marianne, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste, en quoi c'est un peu un modèle un peu innovant et différenciant de ceux dont on vient de parler, qui étaient quand même plus classiques? Je crois que ce qui est alors déjà, on va dire ce que ça veut dire en langage, et je ne suis pas ingénieur, et donc je ne vais pas rentrer dans une partie technique. C'est que c'est des neutral host network. Alors la neutralité en Afrique, je commençais à en parler tout à l'heure. C'est quelque chose, et je pense que vraiment c'est un sujet à discuter sur les boucles locales. Alors les boucles locales, qu'elles soient fixes, qu'elles soient mobiles, on peut les voir comme des déploiements dédiés à un opérateur. C'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui, GVA déploie son réseau, Orange déploie son réseau sur les réseaux d'accès. Par contre, il y a aussi un moyen de déployer des structures qui soient neutres avec des infrastructures qui sont partagées. Donc là, le NHN est plutôt une technologie mobile qu'on retrouve en fait en Afrique, plutôt sur les zones rurales, permettant à des territoires d'avoir accès au débit sur des territoires où la rentabilité ne serait pas atteinte pour un seul opérateur. Donc, il y a différents opérateurs qui se sont spécialisés sur le sujet. Avec Orange, on a monté des partenariats pour aller couvrir ces zones rurales. Donc, on a des accords de partage de revenus pour aller apporter nos services dans les zones rurales. Parce que je pense que être présent dans des grandes métropoles dans ces pays africains, effectivement, on a de la densité. Le problème, il n'est pas là. Si on prend la RDC, ça fait 4 fois la France. Juste 4 fois la France en termes de territoire, avec des routes qui sont pas optimales, avec des infrastructures. Quand on parle d'électricité, encore faut-il qu'on ait de l'électricité. C'est-à-dire qu'en Afrique, quand on déploie un réseau télécom, on déploie aussi des mini-centrales solaires à chaque point d'accès, parce que le territoire n'est pas complètement électrifié. Ce qui fait que quand on veut déployer un réseau télécom, on déploie une mini-centrale solaire, on met des groupes électrogènes pour pouvoir assurer la sauvegarde, et c'est beaucoup plus compliqué que quand on a un réseau électrique qui est mis. Un exemple tout bête, j'étais en Mauritanie la semaine dernière. Aujourd'hui, quand un gouvernement africain va déployer une route, il ne pense pas forcément à mettre sur le bord de la route des tranchées et des fourreaux qui permettent de mettre des réseaux télécoms. Donc, c'est des réflexes aussi qui doivent rentrer quand on parle de mutualisation. C'est pas que entre les opérateurs télécoms, c'est aussi entre les différentes infrastructures, qu'elles soient routières, qu'elles soient électriques, qu'elles soient fluviales. On retrouve de plus en plus de choses au niveau des fleuves. En Afrique de l'Ouest, le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie. Mais là, il faut qu'il y ait une action, et je pense qu'on doit tous aller dans ce sens-là, pour qu'il y ait un maximum de mutualisation, et que les 100 milliards, Stéphane, je pense qu'ils sont encore sous-estimés par la Banque mondiale, très honnêtement. Pour apporter, ça dépend ce qu'on veut apporter à tous, mais quand on voit les estimations pays par pays étaient bien placées avec les plans très haut débit pour avoir les totaux, je pense que c'est beaucoup plus important que ça. Il y a 3 autres points que je voudrais remettre en exergue aussi, c'est que pour déployer ces réseaux télécoms, ces infrastructures télécoms, il faut des compétences. Quand on arrive dans un pays pour aller déployer des réseaux télécoms, les compétences, on les a pas forcément sur le pays. Et la solution, c'est pas d'arriver avec une flambée d'acteurs français ou d'acteurs européens qui viennent tout faire pour les Africains. C'est vraiment de la montée en compétences. Et de la montée en compétences, on parle beaucoup des écoles digitales où on va apprendre à tout le monde à coder. Mais là, on parle de compétences qui sont des compétences d'infrastructure, donc des ingénieurs réseau qui vont être capables de faire du design, qui vont être capables de faire du suivi et contrôle. Et c'est aussi des techniciens d'intervention, des gens qui vont aller faire du tubage, qui mettre les casques la semaine dernière pour aller voir un petit peu sur le terrain, mais qui vont être capables de faire du génie civil de qualité, qui vont être capables de faire de poser cette fibre. Et aujourd'hui, les 3/4 des pays dans lesquels on arrive, quand il n'y a pas suffisamment de compétences pour construire ces réseaux. Donc, comment est-ce qu'on fait ce transfert de compétences entre
nous, ce qu'on essaye de faire chez Infranium, entre des écoles françaises et des nouvelles écoles en Afrique. Autre point particulier, c'est la qualité de service. En France ou en Europe, on est habitué à à une garantie de temps de rétablissement quand un réseau est coupé, qui est de 4 heures. Je vous mets au défi de pouvoir couvrir un pays tel que la RDC, tel que la Côte d'Ivoire, où il y a un nombre d'incidents, parce qu'en plus, ces pays ont construit beaucoup. Donc, puis les gens ne font pas attention. C'est-à-dire que le coup de pioche ou le coup de pelleteuse sur un réseau télécom, tout n'est pas forcément complètement informatisé en plus. Il arrive, mais 10 fois plus souvent qu'en Europe. Donc, comment est-ce qu'on garantit cette même qualité de service sur des territoires qui sont bien plus étendus, avec des infrastructures routières qui permettent pas d'aller. On envisageait même, le ministre nous a demandé, mais vous avez pris un hélicoptère. Si on fait de la maintenance avec l'hélicoptère, ça va coûter quand même beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, tout ça est un peu lié. Donc, les compétences, la qualité de service, et puis derrière, dernier point, c'est la persévérance, et la stabilité réglementaire. C'est-à-dire que quelque part, en Afrique, il n'est pas non plus complètement. Ça arrive souvent qu'on ait des réglementations qui changent un peu du jour au lendemain, ou des lois qui changent un peu du jour au lendemain. Donc la stabilité politique et sécuritaire et réglementaire, c'est un des points à prendre en compte qui est pas facile quand même pour ceux qui investissent sur ce continent. Merci beaucoup, c'était très clair. Ça me rappelle un jour le directeur technique d'un grand opérateur historique africain, pas autour de la table, je vous rassure, à qui j'avais demandé justement le temps de rétablissement quand il y avait une coupure. Sa réponse c'était de quelques heures à l'infini. Donc, effectivement, on voit que ça peut aller et au-delà. Mais c'est très intéressant parce qu'on voit qu'on peut aussi aller dans les zones rurales, et je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, encore plus de la moitié de la population africaine est encore en zone rurale. Ce qui est aussi intéressant dans tous les exemples que vous nous donnez, c'est qu'on voit que ce n'est pas que les opérateurs télécoms tout seuls dans leur coin, il y a quand même d'autres acteurs qui rentrent en ligne de compte, et notamment le rôle des gouvernements, voire des financeurs publics, je pense notamment aux bailleurs de fonds, aux institutions financières internationales. Je ne sais pas, toujours Mariam, qu'est-ce que tu travailles sur ces dossiers, ou Stéphane, comment vous voyez s'imbriquer cette relation avec ces acteurs publics? Stéphane, je te laisse la primeur. C'est d'abord tes clients. J'aimerais bien que ce soit un peu plus les miens d'ailleurs, mais faut de la patience et de la persévérance. C'est le propre de tous ceux qui veulent investir sur ce magnifique continent qui est l'Afrique, qui nous réunit ce soir. Alors, ça me permet de dire au passage que les 53 ou 54 pays, ça dépend de quel point de vue on se positionne, de l'Union africaine sont tous différents et avec des situations, comme l'a rappelé Pierre tout à l'heure, qu'on ne peut pas comparer de façon… en tout cas, on ne peut pas mélanger. C'est à la fois, comme je l'ai fait tout à l'heure, un exercice nécessaire d'avoir une vision statistique ou globale, mais en fait, la réalité, c'est une diversité de situations locales, y compris sur le plan réglementaire et fiscal, qui n'est pas sans poser des problèmes. Et Marianne le sait bien, c'est aussi par rapport à des projets de sous-région. On voit bien qu'on a des problématiques entre des opérateurs qui vont avoir une vision nationale et d'autres qui vont avoir une vision régionale. Et l'action publique, notamment, n'y coupe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de pays qui se préoccupent de leur, on va dire, interland et qui ne travaillent pas assez aujourd'hui sur les problématiques d'interconnexion à l'échelle régionale. Donc, il y a aussi, au-delà du découpage public-privé, il y a aussi la nature des projets qui aujourd'hui méritent d'être retravaillés et renforcés. On voit bien que beaucoup de pays, comme on l'a expliqué, dépendent de la connexion avec les câbles sous-marins et probablement trop. On l'a évoqué. Et parce que, à la différence de ce qu'on connaît sur les autres continents, il y a un vrai déficit de l'interconnexion terrestre au sens continental. Même si, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a plus d'1 million, presque 1,4 million de kilomètres de fibres optiques qui ont été déployés sur le continent africain, c'est largement insuffisant par rapport à ces besoins. Et c'est vrai qu'entre la zone rentable, la zone plus dense, ou les axes routiers principaux, on va trouver des investisseurs privés assez naturellement. Il est clair que la puissance publique a un rôle déjà d'aménageur du territoire, comme on l'a connu en France, avec une péréquation peut-être entre des investissements pas rentables dans ces zones rurales et des investissements qui peuvent l'être un peu plus dans d'autres zones. La difficulté, c'est le diable est dans les détails, c'est la façon dont on exécute ce principe qui, sur le papier, est assez merveilleux, mais dans la réalité, est parfois trop compliqué, ou parce que on a mal choisi l'architecture du projet, ou on l'a financé d'une manière peut-être pas efficace, avec une dette
qui est trop élevé, ou le coût des infrastructures a été mal négocié, ou la réalisation n'a pas été bien encadrée. Et donc, à l'arrivée d'un principe qui était bon sur le papier, on arrive à des projets qui parfois sont plantés. Je ne citerai pas de pays spécialement, mais en Afrique de l'Ouest, Marianne comme moi, on en connaît quelques-uns qui sont aujourd'hui des infrastructures fantômes. C'est-à-dire qu'en fait, on a des réseaux au bord de la route ou en haut de pylônes qui ne sont pas utilisés. Donc, il faut faire attention aux faux amis. C'est-à-dire que ce qui peut paraître évident sur le papier aujourd'hui dans l'initiative publique peut à l'arrivée se révéler être un gouffre financier. Donc, il faut apporter cette intelligence collective entre les acteurs privés et les acteurs publics. Et c'est là où effectivement les investisseurs, notamment les fonds d'infrastructure, les bailleurs, peuvent être des bons on va dire tiers de confiance qui vont permettre de dire je vais m'assurer aux côtés des sociétés dont c'est le métier, dont c'est l'ingénierie ou l'exploitation, le métier, ce que Marianne évoquait il y a quelques minutes sur les opérateurs un petit peu neutres, eh bien de se dire on va financer des infrastructures aux côtés des gouvernements dont c'est pas le métier, pour pouvoir s'assurer que l'effet de mutualisation à l'arrivée sera bien présent et pas uniquement sur le papier. Et je vais prendre un autre exemple. Marianne a pris cet exemple de dire le long des routes ou par exemple des réseaux électriques, on pourrait déployer de la fibre optique, c'est pas toujours fait. Moi, j'ai un exemple de pays où il y a eu des lois qui ont été passées. C'est le Togo, par exemple, pour pas le citer. Et pour autant, dans l'exécution, c'est très compliqué parce que une fois qu'on a dit vous devez par exemple, ministère de l'énergie, quand vous déployez un réseau électrique, mettre de la fibre, la question, c'est qui la finance, qui ensuite l'exploite, qui valide mon cahier des charges. Vous voyez, donc après, ça nécessite que les gouvernements mettent en place des outils à la fois de pilotage de ces projets, mais aussi des outils de gestion patrimoniale et bien sûr des outils de financement, parce que ça ne se fait pas tout seul. Ça, c'est sur les grands projets de backbone. Si on revient sur l'accès local, moi, je suis très libéral dans ma façon de voir les choses, donc je suis très heureux de voir qu'il y a des investisseurs privés qui construisent des réseaux d'accès, comme c'est le cas de GVA ou Orange ou d'autres, que je ne citerai pas, mais il y en a beaucoup en Afrique aujourd'hui. La question qu'il faut se poser, c'est quelle est la nature de ces réseaux. Ces réseaux, aujourd'hui, à la différence des réseaux de backbone, par exemple, sont des réseaux qui, par nature, sont des monopoles naturels, qu'on le veuille ou non. On n'a pas de réseau électrique, on n'a pas de réseau d'eau et on n'aura pas de réseau de fibre optique, d'accès. Maintenant, comment on arrive à concilier une dynamique privée avec cette perspective de monopole naturel? Faut-il laisser partir les acteurs puis après les réguler? Ça, c'est de la régulation ex post. Ou est-ce que, comme on l'a fait en France, ex ante, on définit un cadre et on accompagne les investisseurs? Je pense qu'on va avoir les deux cas de figure en Afrique, un peu comme dans d'autres pays du monde, mais il y a une certitude, c'est que c'est un monopole naturel. Et de considérer que ce n'est pas un monopole naturel serait une erreur. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir une approche qui va être très prudente sur la façon dont va être construite ces infrastructures, parce que c'est évident que derrière, ça doit être une infrastructure de long terme. C'est une infrastructure de qualité. Il ne faut pas le faire n'importe comment et il faut le construire avec un souci d'amortir cette infrastructure sur des décennies et non pas sur des années. Donc là, je pense que le public privé a aussi son rôle, par exemple sur le partage des réseaux aériens, des compagnies d'électricité pour l'accès ou sur les fourreaux qu'on va construire, etc., etc. Donc il y a bien une coordination renforcée nécessaire entre les initiatives privées et la puissance, les gouvernements. Et c'est vrai que plutôt qu'un modèle, comme tu le disais, Jean-Michel, tout à l'heure, on cherche plutôt, nous, avec Marianne, quand on essaie de travailler avec nos partenaires africains, de dire, qu'est-ce qu'on a appris de nos erreurs en Europe? Parce que même ce qu'on a fait en France, il y a des erreurs qui sont utiles. Et quels sont les particularismes de chaque pays africain qu'il faut faire évoluer ou dont il faut tenir compte pour réussir ce partage d'infrastructures. Une chose est certaine, c'est qu'on ne pourra pas aller dans les villages reculés du Togo ou du Burkina Faso ou du Cameroun en ayant des infrastructures en parallèle partout. Et y compris dans l'accès dans les villes les plus denses, on ne pourra pas construire 2-3 réseaux en parallèle
On l'a vu même dans les très grandes villes européennes, ça a conduit parfois à des échecs. Donc, je pense qu'il faut travailler beaucoup plus sur la mutualisation des réseaux. Ça, c'est une évidence. Et avec ce mix public-privé qui probablement doit porter sur l'accès dans la ruralité renforcé avec des technologies qui peuvent être un mix. On a beaucoup parlé de la fibre optique depuis tout à l'heure, mais la radio a encore des beaux jours et le satellite aussi. On pourrait, alors moi je voudrais peut-être revenir sur la question de la souveraineté. C'est bien beau d'avoir des constellations satellitaires comme Starlink ou OneWeb, etc. Mais quand on voit le pouvoir qu'on donne à un acteur privé demain de décider s'il va couvrir ou couper votre réseau sans que vous ayez la possibilité de le contrôler, ça fait quand même peur. Et c'est très beau de voir Starlink a fourni des connexions satellites à l'Ukraine, mais quand Starlink se permet de dire peut-être que je vais couper ou je vais ralentir le débit dans telle région, ça interpelle quand même sur la souveraineté. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à ce stade-là. Donc, il faut faire très, très attention aux solutions faciles. Il faut garder toujours un œil sur comment je veux, moi, à l'échelle de mon pays, moi, gouvernement, maîtriser cette technologie qui est très impactante sur les services publics, sur le développement économique, sur la sécurité. Voilà. Merci Sébastien, c'était très complet. Marianne, et puis après Pierre, ça serait intéressant aussi d'avoir votre vision, parce que vous êtes côté opérateur privé, donc c'est intéressant peut-être de voir cette relation possible avec ce mix public-privé, avec les gouvernements, les bailleurs de fonds, qui n'est pas forcément ce à quoi tout le monde pense, mais il y a peut-être des choses effectivement à faire entre ces acteurs. Marianne, peut-être en premier. Oui, Claire. C'est bon, tu m'entends là, oui. Clairement, l'idée, c'est donc depuis maintenant un certain nombre d'années, Orange a commencé à travailler avec les acteurs publics pour déployer des réseaux, que ce soit en France ou en Europe avec plutôt les collectivités locales, puisque c'était le modèle. En Afrique, on essaye de collaborer avec les gouvernements. Effectivement, il y a pas mal de projets qui ont été lancés par des gouvernements. Les gouvernements supportés financièrement par des bailleurs de fonds qui sont surtout qui sont 3 bailleurs de fonds, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement. Mais ces bailleurs de fonds, ils ont financé la construction. Donc, c'est eux qui sont derrière aussi beaucoup des réseaux qui ne sont pas utilisés. Ah, j'ai oublié l'AFD qui a quand même financé quelques réseaux. Mais alors, eux, pour le coup, ils sont quand même… asiatiques, Marianne, oui, je vais revenir sur nos amis asiatiques. Je finirai pas. Dont on se rend compte aujourd'hui, et typiquement, on en discute beaucoup avec la BEI, c'est que je pense qu'un bailleur aujourd'hui responsable ne va pas financer que de la construction et doit financer dans le cadre d'un PPP à la fois la construction et envisager la manière dont ce réseau va être exploité et commercialisé dans les années à venir. Typiquement, à la BEI, maintenant, c'est leur principe. Aujourd'hui, il y a quand même très, très peu de PPP, de partenariats publics-privés, qui ont été montés en Afrique dans le domaine des télécoms. Là, on travaille quasiment sur le premier de cette ampleur. Il y a eu des choses entre Square, donc la filiale de Google, et le Togo, mais c'est plus une JV qu'un PPP. Donc, sur le modèle PPP qui est beaucoup utilisé en France et qui recouvre à la fois les concessions, etc., on a très peu de modèles qui ont été mis en place parce que c'est pas l'habitude, parce que les lois sur les PPP viennent d'arriver aussi en Afrique. Donc, c'est des choses qui sont très récentes. Donc, on avait les bailleurs de fonds, les gouvernements. On a les fonds d'investissement qui sont arrivés, mais c'est assez récent quand même. Puis ils sont beaucoup plus intéressés, très honnêtement, aujourd'hui, par des projets de boucle locale qui, clairement, sur des projets FTTH de boucle locale dans les capitales, le retour sur investissement, il est plus rapide que sur les grosses infrastructures et le risque de construction notamment, il est beaucoup moins grand. Et par contre, là, ce qu'on commence à voir aussi, c'est que cette action, en fait, il y a aussi 2 acteurs en Afrique qui se développent beaucoup. Et alors, on avait fait un panel il y a 15 jours qui, effectivement, avec la bourse régionale, qui amène de nouvelles sources de financement, c'est-à-dire qui vont venir sécuriser en régionalisant, en globalisant en fait l'ensemble des projets, qui vont diminuer ce risque financier. Ça, c'est une piste à entrevoir. On a aussi un développement des caisses des dépôts en Afrique. Ça aussi, c'est intéressant parce que quelque part, on peut imaginer que les projets ne viennent plus uniquement des gouvernements, mais qu'on ait une approche beaucoup plus régionale de la part des collectivités locales en Afrique. Et ça, on le voit très, très peu aujourd'hui, à part sur un domaine aussi qui sont les smart cities. Là, tu vois, on a aussi, dans ce domaine-là, en termes d'aménageurs et d'acteurs du territoire, toutes les villes, on en retrouve au Maroc, on a Diamniadio au Sénégal. Donc là, on a des projets
mais là aussi, on est sur des projets qui sont plutôt parmi les plus rentables. Hein. C'est quelque part, il y aura de l'activité derrière ces villas. Mais voilà, des acteurs financiers. Je pense que les acteurs financiers, au départ, considéraient que les opérateurs allaient tout faire eux-mêmes et que ça serait très bien. Les bailleurs se sont mis derrière les gouvernements et les ont poussés. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité des bailleurs. Et là, aujourd'hui, on a plutôt des fonds qui arrivent et puis des nouveaux acteurs qui sont, je dis, les caisses des dépôts et la bourse régionale qui peut, je pense, avoir, en tous les cas, il y a des pistes à tirer là-dessus. Et bien sûr, toujours les opérateurs. Hein. Nous, on est toujours là, on investit toujours, c'est notre métier. Voilà. C'est votre métier à la base. Pierre, juste pour terminer cette petite boucle là sur opérateur d'un côté, acteur public de l'autre, vous êtes dans un modèle très privé-privé ou vous travaillez aussi avec ces acteurs? Non, c'est pas le cas aujourd'hui. Alors bon, on a peut-être un peu moins d'ancienneté et on est encore sur une période un petit peu jeune de notre développement. Je disais tout à l'heure qu'on a atteint les 2 millions de foyers connectables. En tout cas, ça sera d'ici la fin de cette année. L'objectif étant de faire 5 fois plus. À ce stade, les conditions économiques avec un financement 100% privé sur fonds propres Vivendi sont parfaitement acceptables. On a des modèles économiques qui nous permettent un retour sur investissement, comme je disais, sur 10 ans, ce qui est le standard assez habituel de ces réseaux filaires. Je rejoins complètement Stéphane. On a quand même des situations qui peuvent être plus compliquées si on se retrouve sur des villes de taille plus réduite. Typiquement, pour ce qui concerne Vivendi, les villes qui sont ciblées font systématiquement plus de 1 million d'habitants, et même plutôt 2 que 1. Donc, si on vise des villes qui sont plus petites, il peut y avoir un intérêt à essayer d'avoir des solutions avec le public. On sait qu'il y a certaines autorités, on a cité le Togo à plusieurs reprises, donc je vais faire pareil, qui sont très en avance et qui réfléchissent beaucoup à tous ces sujets-là et qui voudraient justement qu'il puisse y avoir ce type de développement. Je trouve qu'on a peut-être plus d'intérêt, et ça a déjà été le cas, à voir les bailleurs de fonds et les autorités publiques se concentrer sur les solutions pour amener plutôt de la bande passante à travers les backbones, à travers des solutions éventuellement de réseaux radio. Mais ce qui manque souvent, il faut qu'on fasse la boucle locale, mais les opérateurs privés savent le faire à partir du moment où ils ont un équilibre économique possible. En revanche, c'est vrai que parfois, il peut y avoir des réseaux de backbone sur lesquels il n'y aura jamais d'équilibre économique. Mais pour un choix de développement du pays, pour un choix d'intérêt général, il faut quand même le faire. En ce moment, la Banque mondiale finance des énormes backbones à travers la RDC, le Congo-Brazzaville pour remonter jusqu'en RCA, quelques câbles qui sont dans le fleuve. C'est des choses qui sont très compliquées et où finalement, il n'y aura pas obligatoirement beaucoup de clients à la fin, mais sinon, il n'y aura pas d'accès dans ces zones-là. Donc ça, c'est des choix politiques et pas économique. Voilà, si je reviens juste sur ce qu'on fait chez Vivendi, nous, on reste sur des sujets qui sont encore un peu micro. On n'a pas du tout de prétention d'être à la hauteur ni des investissements, ni des résultats d'Orange ou des gros opérateurs. On veut simplement développer quelques boucles locales dans les grandes capitales. Peut-être que la façon d'aborder ces sujets sera différente dans 5 ans. La maturité de ces réseaux, au bout d'un moment, c'est d'atteindre des pénétrations qui sont de 40 à 50% des prises construites. Quand vous avez atteint 40 à 50% des prises construites, la question se pose. Qu'est-ce qu'on fait du reste des prises? Voilà. Et donc, peut-être que c'est à ce moment-là que des sujets d'ouverture ou de location peuvent devenir pertinents. Mais bon, on parle de modèle économique. Hein. Aujourd'hui, tant que la rentabilité n'est pas atteinte et tant qu'on n'a pas rempli au maximum nos réseaux, c'est pas une question qu'on se pose chez Vivendi. Très clair. Je voudrais aborder 2 autres types d'acteurs, et là je lance la question à tous les 3. D'une part, les industriels, c'est d'ailleurs une question qui est dans le chat, donc j'en profite. Aujourd'hui, quels sont ces industriels équipementiers que vous voyez en Afrique? Est-ce qu'il y a encore des Français?
Est-ce que ce ne sont que des Chinois? Il n'y en a plus qu'un. Est-ce qu'il y a des Africains? Voilà. Donc là, je parle du côté vraiment équipementier industriel. Quels sont les acteurs que vous voyez en termes d'origine, si j'ose dire? Ariane, je sens que tu voulais répondre. Je peux prendre Stéphane. C'est mon grand combat. Ah. Donc effectivement, aujourd'hui, hein, les 3/4, les 9/10 des réseaux qui ont été construits en Afrique l'ont été faits par des équipementiers chinois, Huawei, ZTE. Voilà. Donc notre combat au sein d'Infranum, c'est de pousser à davantage d'équipementiers européens qui viennent sur le territoire africain. Alors déjà, dans les équipementiers français, il n'en reste plus qu'un fabrique en France, qui s'appelle Equinox, qui est en Bretagne. Voilà, on a mis un moment à le trouver, mais il existe. Il est bon. On essaye de pousser ces équipements. Après, on retrouve des Européens un peu plus, mais clairement, on joue pas avec les mêmes règles du jeu avec les Chinois. C'est-à-dire que les Chinois arrivent systématiquement avec le financement de leurs projets. Il y a l'Exim Bank qui est derrière. Les règles qui sont fixées par le FMI ne sont respectées quasiment par tous, mais pas par les Chinois, qui, eux, arrivent avec des solutions financières, notamment des prêts concessionnels qui commencent à être remboursés au bout de 5 ans, par exemple, c'est-à-dire au-delà du mandat du gouvernement actuel, avec des taux là, et qui sont garantis sur les ressources naturelles des pays. Donc ça a été quand même la grosse tendance. Et effectivement, quand ils arrivent pour déployer les réseaux, ils arrivent avec une armée de collaborateurs qui viennent vivre sur le territoire. Ils créent une ville et ils déploient leur réseau. Il n'y a pas de transfert de compétences ou très peu, même si Huawei essaye d'en développer maintenant de plus en plus pour être politiquement plus correct. Ça reste quand même anecdotique. Donc ça, c'est voilà. Donc là, on joue pas avec les mêmes règles. Par contre, et là, je vais passer la parole à Stéphane, c'est vrai que l'Europe se réveille et que en termes de souveraineté, l'Europe se réveille. On a les premiers programmes de subventions européennes qui arrivent et qui marchent soit pour des relations Europe-Afrique, soit pour des projets purement africains. Et là, Stéphane, je vais te laisser la main sur Global Gateway, mais qui est vraiment voilà, l'Europe commence à se rendre compte que la souveraineté digitale, c'est important et que laisser tous ces réseaux et laisser le continent africain aux Chinois, c'est quand même pas la meilleure solution. Donc, il y a des acteurs africains qui se développent en termes de souveraineté. Hein, je pense au groupe Action, par exemple. Je pense à Liquid Telecom en termes d'opérateurs d'infrastructure. Il y a des opérateurs africains, mais quelque part, l'Europe, je pense, voilà, se réveille maintenant et il faut aller plus loin. Oui, alors, pour compléter. Je vous sens très à fond tous les deux. Oui, enfin, on est un peu, enfin là, on forme un binôme très remonté pour essayer de vendre le partenariat Europe-Afrique à toutes nos autorités ici en France et en Europe, parce qu'on y croit sincèrement. Et on y croit d'autant plus que, enfin, je vais revenir par notamment le transfert de savoir-faire, parce qu'au-delà de la partie équipement, technologie, etc., il y a un vrai sujet sur la montée en compétences des pays africains. Et donc, en fait, l'un des enjeux derrière tout ça, je pense, dans on va dire, ancrage de la relation entre l'Afrique et l'Europe, c'est aussi de travailler très fort sur le développement des filières locales. Et c'est ce qu'a fait Marianne, par exemple, au Bénin, en créant, quand elle était chez Sofrecom, en créant une école de la fibre optique. Ça, c'est ce genre d'initiative qu'on veut absolument reproduire, renforcer, parce que on ne croit que dans ce type de développement, c'est pas de l'exportation du genre on envoie des containers puis après ils se démerdent, ou alors on a vendu, on a fait nos marges, ça s'arrête là. Ce qui va faire la différence durable dans la relation entre l'Europe et l'Afrique, c'est justement qu'on va créer des compétences et des filières locales qui seront en association étroite avec nos filières. Voilà. Ça, c'est notre philosophie. Hein. Je résume un peu, Marianne, l'esprit dans lequel on travaille. Alors, le problème que l'on a, Marianne l'a bien dit, il est de plusieurs ordres. Premièrement, il est d'ordre financier. C'est-à-dire qu'en fait, les contrats qui sont passés avec les Asiatiques sont ce qu'on appelle des prêts liés. C'est-à-dire qu'en fait, tu prêtes de l'argent en échange de quoi? Tu as une liste d'entreprises. Quand tu travailles avec, par exemple, avec les Chinois, ils vont te dire, bah voilà la liste des entreprises qui sont éligibles. Et ça, en Europe, effectivement, parce qu'on respecte les règles de l'OMC, on se l'est interdit. On se l'est interdit totalement, à un tel point que même l'Agence française de développement finance parfois des projets chinois. D'accord? Bon, je ferme la parenthèse. Mais on est quand même dans une guerre économique mondiale où il faut qu'on arrête des bisounours. Donc, premier problème, c'est
comment on fait pour, tout en respectant les règles à minima, s'assurer que finalement, il y a peut-être des principes qui vont faire que la filière européenne sera directement financée par des budgets européens, hein, pour parler clairement. Deuxième question, c'est il n'y a pas que dans la partie industrielle, il n'y a pas que les constructeurs télécoms. Hein. Marianne a très bien expliqué qu'il n'y avait qu'un seul constructeur français dans les télécoms au sens équipement de transmission. Si on regarde par exemple les câbles qui sont fabriqués en Europe, il y en a 50% qui sont fabriqués en France. Donc ça veut dire qu'on a aussi quand même dans la filière des gens comme Acom, Prysmian par exemple, qui sont des leaders mondiaux et européens et qui ont des filiales en Afrique. Donc là, on a quand même on n'est pas nus, quoi, hein, on a quand même des acteurs. Deuxième autre chose dans la partie filière, on a un savoir-faire en matière d'intégrateurs, c'est-à-dire les sociétés qui sont capables depuis l'ingénierie jusqu'au déploiement, la construction des réseaux de qualité. On a des acteurs qui sont très présents sur le continent, notamment nord-africain, et qui sont en train de se développer tout doucement sur le subsaharien. Et donc là, il faut les accompagner à développer des filières, soit en mettant des filiales en place ou en mettant des partenaires dans leur écosystème. Donc ça, on a quand même une force, et c'est là-dessus, par exemple, que les Asiatiques sont pas bons du tout, parce que leurs intégrateurs, il y en a quasiment pas. Pourquoi? Parce que Huawei, pour ne citer que lui, ou ZTE, en général, ils avaient pour clients les opérateurs. Et donc Huawei était en relation avec un client qui savait ce qu'il voulait précisément, qui avait toute une ingénierie de projet intégrée. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des projets, comme on l'a dit tout à l'heure, gouvernementaux. Donc, ça veut dire qu'en face, il faut avoir des intégrateurs qui sont capables d'assurer cette capacité d'ingénierie complète de projet. Et ça, la France, l'Europe, on est en capacité de l'apporter. Et puis, troisièmement, je pense que, on l'a évoqué tout à l'heure, Marianne l'a dit, il faut aussi associer en aval les gens qui sont capables de commercialiser, d'exploiter de façon efficace, de valoriser en quelque sorte ces réseaux. Et c'est là où on a aussi une force, nous, Européens, c'est qu'on a quand même des opérateurs européens, à commencer par Orange, mais d'autres aussi, hein, qui sont présents sur le continent africain et qui ont cette capacité de projection dans cette dimension d'exploitation et de commercialisation en aval. Mais il y a aussi les opérateurs neutres qui ont développé leur savoir-faire en Europe à travers les réseaux d'initiative publique français, qui commencent à se projeter en Afrique. Donc je pense que mais ça, c'est pour l'instant très embryonnaire. Hein. C'est le début, hein, je suis d'accord, Marianne. Donc, on a ces différents outils, hein, ces savoir-faire, on va dire. Et comme le disait Marianne, maintenant, ce qu'il faut, c'est quel carburant on met là-dedans, dans quelles conditions. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était quand même des sommes qui ne correspondaient pas aux enjeux. Le Global Gateway, c'est quand même potentiellement plus de 300 milliards d'investissements dans les infrastructures. C'est pas uniquement les télécoms, mais ça veut dire qu'il y a une ambition d'aller plus fort. Je vous cache pas que les événements et la guerre en Ukraine ont probablement ralenti quand même l'ambition européenne du côté du continent africain ces derniers mois. On espère qu'en 2023-2024, ça va se traduire, parce qu'en fait, pour l'instant, ce ne sont que des déclarations d'intention. Dans les faits, on n'a pas encore une accélération d'investissement, même si à travers la BEI, l'AFD, Enabel, pour prendre les Belges, ou la GIZ, pour prendre les Allemands, on voit quand même une volonté de se renforcer sur la question des infrastructures numériques, et aux côtés desquelles on va trouver, soit en premier rideau ou en deuxième rideau, des acteurs, alors Proparco pour du parapublic, mais aussi des acteurs comme Meridiam ou Stoa ou d'autres qui viennent accompagner la filière ou les acteurs privés dans leurs projets. Donc je pense qu'il y a véritablement une dynamique qui est en train de se mettre en place, qui est liée à la fois les savoir-faire européens, les financements européens et des filières locales. Voilà, je pense que c'est ça le vrai trio gagnant qu'on essaye de développer autour de nos actions de filière avec Marianne. En tout cas, en étant ici au CIAN, je pense que vous ne pouvez avoir que des accueils favorables par rapport à ce genre d'initiative et de combat, entre guillemets. Pierre, peut-être un commentaire par rapport à cette question? Je ne sais pas si vous êtes concerné. Mais... oui, on achète un peu de matériel quand même, mais bon, je n'ose pas trop le dire, mais effectivement plutôt chinois. Alors, pas les modems, ils sont européens. Voilà. Donc, parce qu'il n'y en a qu'un.
Non, mais c'est vrai qu'on essaie de faire des choses qui n'aillent pas toujours dans le même sens. Le vrai levier que je pense être utilisable en Afrique, c'est plutôt les ressources humaines. D'ailleurs, ça fait partie aussi du modèle économique. Faut pas se cacher les choses. Ça nous coûte moins cher de payer nos collaborateurs en Afrique que de les payer à Paris. Et si ce n'était pas le cas, on aurait un peu plus de difficultés avec les modèles économiques. Maintenant, c'est vrai que le point de Marianne sur la formation et sur la capacité de trouver les gens compétents, c'est un vrai challenge. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'universités, mais qui forment beaucoup un peu à la théorie, et que quand on les récupère à la sortie de leur formation, c'est un peu compliqué de les mettre tout de suite sur un job. Donc, on fait les formations nous-mêmes. Aujourd'hui, sur les 7 entités opérationnelles de Vivendi Africa en Afrique, on a 1500 collaborateurs, 99% de locaux. Ça va des vendeurs à domicile, des installateurs, des ingénieurs, des comptables, tout un panel de collaborateurs de tous les niveaux, superviseurs, encadrement, employés de base, et qui ne savaient pas obligatoirement faire leur métier avant de commencer chez nous. Donc, ces 1500 personnes, souvent jeunes et formées, ben on leur complète leur formation avec une sorte de sas vers l'activité professionnelle. Et on est très fiers, en fait, qu'aujourd'hui, tous ces jeunes soient très attachés à leur entreprise, soient très attachés aux messages qui sont portés par Vivendi et le produit Canalbox. Et c'est un des vecteurs de communication les plus importants pour nous. Le bouche à oreille de nos collaborateurs vers le marché nous aide beaucoup. Alors, c'est à la hauteur de nos activités, de nos investissements, mais ça représente quand même 1500 collaborateurs. Je ne vois pas de raison que les autres activités économiques avec des investisseurs étrangers ne puissent pas produire le même résultat, c'est-à-dire développer le travail local, développer la compétence locale. Oui, bien sûr, il faut trouver le moyen d'avoir des formations un peu plus massives, mais les gens sont là et ils sont capables, sans aucun problème, à tous les niveaux, que ce soit pour gérer une direction financière comme pour aller faire une pose d'une fibre chez un client. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et alors là, la masse est là. Des gens disponibles, il y en a énormément. Donc, c'est à la fois un challenge et en même temps une chance. Si on n'avait pas ce type de ressources humaines, ça serait compliqué de développer notre projet. Et en même temps, ben, on sait il faudra passer un peu plus de temps à faire de la formation et de la supervision, en espérant qu'ils resteront un petit peu plus longtemps chez nous. Mais c'est le cas pour l'instant. C'est un enjeu aussi. Merci Pierre. On a répondu à toutes les questions dans le chat. Donc moi, j'en aurais une dernière qui serait peut-être aussi en forme de conclusion. Et mettre ce panorama parce qu'on a parlé européen, africain, asiatique, mais quid des GAFA ou des GAFAM, si on met le M avec. Vous l'avez évoqué quelques fois sur les réseaux sous-marins. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des acteurs sur ces questions d'infrastructure que vous voyez en Afrique? Comment vous les percevez? Est-ce qu'ils sont de plus en plus actifs? Donc, regardez quand même aussi les acteurs nord-américains. Donc, je lance la question à vous trois et ça sera le dernier petit tour de table que nous ferons. Alors, oui, ils sont actifs. Ils sont actifs souvent en second rideau. C'est-à-dire que les GAFAM, ils ont de l'argent. Ils n'aiment pas trop prendre les risques. Donc, ils font souvent des partenariats avec des opérateurs locaux. C'est le cas en RDC, c'est le cas au Togo pour Meta, pour Google, excusez-moi. Globalement, ils aiment bien les partenariats avec les opérateurs parce qu'ils n'ont pas envie de gérer la complexité administrative, à la limite, ni européenne, ni africaine. Voilà. Donc, ils sont plutôt derrière. Par contre, ils ont des moyens qui sont faramineux. Donc, quelque part, oui, ils sont là et tu vois, sur les câbles sous-marins, on fait avec. Et sur les réseaux terrestres, je pense qu'on va les retrouver également, parce que c'est le second point. Alors, on n'a pas tellement parlé des data centers qui vont être un enjeu. Il y a quand même un point clé aussi, c'est que
Aujourd'hui, je connais pas un gouvernement africain qui a pas un projet de data center public. Ça, on va avoir des risques aussi parce que ces data centers, ils sont conçus pour les besoins des administrations publiques, mais avec une réelle volonté de faire du business à côté, etc., etc. Ça, personnellement, j'y crois pas à ce business model-là, et que les GAFAM arrivent eux avec des méga data centers qui vont commencer à constituer en Afrique, et c'est eux qui vont, je pense, dicter ces règles-là. Donc la connectivité, demain, ça va être, tu vois, les gros réseaux qu'on va construire, ça va être pour relier les data centers des GAFAM. Oui, tout à fait. Pierre, Stéphane, un petit mot sur les GAFAM? GAFAM, c'est un peu, comment dire, c'est je t'aime moi non plus. C'est-à-dire que le problème, et Marianne l'a bien résumé, c'est-à-dire qu'à la fois, à court terme, ça peut être quelque chose de bien et ça peut apporter des moyens supplémentaires à des solutions. Mais en même temps, c'est un vrai danger. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend le cas des câbles sous-marins, il y a moins de 10 ans, c'était il y a 5-6 ans, la part des câbles sous-marins financés par les GAFAM, c'était moins de 10%, c'était entre 5 et 10%. D'accord ? Au moment où on parle, c'est plus de 50%, hein, au niveau mondial, pas sur l'Afrique. Et d'après, si on prend Nokia Submarine Network, qui est un des leaders mondiaux avec les usines qui sont notamment en France, à Calais, ils disent eux-mêmes qu'il y a une anomalie de marché, vous voyez, qui fait qu'ils pensent que d'ici 3 à 5 ans, 95% de la commande des câbles sera les GAFAM. 95%. Bon, pourquoi je dis une anomalie de marché? Parce que pour eux, l'histoire des câbles sous-marins, c'est comme les vagues. Il y a eu des hauts et des creux. Or, depuis maintenant 5 ans, il n'y a plus que des hauts et chaque année, on dépasse le point haut suivant. Or, historiquement, ça n'a jamais été comme ça parce que quand on construisait des câbles, il y avait toujours derrière un moment où il y avait une surcapacité qui a été déployée et donc il y avait un creux dans la commande des opérateurs parce qu'ils le géraient en bon père de famille. Là, les GAFAM ne gèrent pas en bon père de famille. En fait, on a l'impression qu'ils asphyxient les carnets de commandes des industriels. Et ça, c'est un vrai sujet. Or, les opérateurs comme Orange sont obligés de suivre pour pas être dépassés. Alors, au départ, ça peut être intéressant. Dans tout Africa, on a vu Orange et Google y aller ensemble. Mais si demain, tous les 3 ans, il y a un câble tout Africa qui se déploie, est-ce que les opérateurs comme Orange pourront suivre? Et ça, c'est la question qui va se poser. Et donc, il faut que là-dessus, les gouvernements et quelque part les autorités aussi européennes soient conscientes de ça pour pouvoir peut-être proposer des projets à nos amis africains et accompagner cette souveraineté numérique entre l'Europe et l'Afrique qui, à mon avis, sera nécessaire. Donc ça, c'est un premier élément. J'ai pris l'exemple de Starlink tout à l'heure. C'est exactement pareil dans le domaine spatial. On est dans un domaine, quand on discute, par exemple, moi je discutais récemment, il y a Eutelsat qui a lancé un nouveau satellite qui est très performant en matière de très haut débit, qui couvre une partie de l'Afrique et l'Europe. Eux, quand on discute avec eux, ils ont racheté OneWeb, vous l'avez peut-être vu. Quand on discute du modèle économique de OneWeb, ils nous disent il n'y en a pas. Et on ne sait pas comment rentabiliser ce truc de constellation. Il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui. Et quand on voit à Orange. On vend à Orange. Oui, ils vont le revendre à Orange. Pas cher. Voilà. Mais ça dépend du prix d'achat, Marianne. C'est ça le problème. C'est comme tout. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, les GAFAM, excusez-moi, mais je les regarde avec beaucoup de pincettes parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de souveraineté des pays africains. Et c'est vrai que d'avoir au fin fond des villages en Afrique du 100 mégas par satellite pas cher, c'est vrai que ça peut être tentant. Le problème, c'est que qu'est-ce que va devenir l'indépendance, je prends le mot fort, l'indépendance numérique du continent africain, une fois qu'on aura équipé, par exemple, tous ces villages avec des solutions satellitaires dont les stations terriennes ne seront pas en Afrique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous discutez avec les opérateurs satellites américains, liés aux constellations, ils n'ont pas prévu de mettre des stations en Afrique. En tout cas, aujourd'hui, il n'y en a pas. Et ça, c'est un vrai danger. Ça veut dire qu'en gros, le trafic, il n'est pas contrôlé au niveau local. Là, c'est une vraie fuite en avant. Autre exemple, aujourd'hui, on considère que plus de 80% du trafic intra-Afrique transite par l'Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand vous échangez des documents, des données sur les principaux serveurs, que ce soit par exemple les réseaux sociaux, le trafic, il part en Amérique du Nord et il revient. Alors, il part pas intégralement, ils font des caches, serveurs de cache, mais en tout cas, il est dépendant
pour une partie du contrôle du trafic, il est dépendant de serveurs qui sont en Amérique du Nord. Ça veut dire que si demain on vous coupe le câble transatlantique qui va vers l'Amérique du Nord, vous n'êtes plus en capacité de délivrer de services. Donc, pour moi, les GAFAM, certes, c'est une puissance de feu fabuleuse pour apporter des infrastructures, mais en même temps, c'est toxique pour les opérateurs et les gouvernements. Donc, une très grande prudence par rapport au rôle qu'on veut leur donner. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Merci Stéphane. Pierre, un petit mot sur ce sujet? Oui, bien sûr. Et c'est à la fois des amis et des ennemis, mais bon, comme beaucoup d'interlocuteurs dans le secteur, c'est des partenaires parce qu'aujourd'hui, et moi je vais surtout parler du contenu, aujourd'hui les serveurs de cache qui nous font économiser entre 25-30% de notre bande passante à partir du moment, et qui sont mis à disposition gratuitement par Google, par Netflix, par Facebook. Alors d'ailleurs, GAFAM, je ne sais pas si tu veux le garder comme ça, mais c'est plutôt GAFAN en fait, hein, avec un N, un gros N rouge, comme disait la dame l'autre jour. Netflix aujourd'hui sur l'Afrique, sans quasiment aucune communication, pas de commercialisation, pas beaucoup de programmes localisés, c'est 10 millions d'abonnés. Bon, alors, est-ce que c'est des vrais abonnés ou c'est des échanges de code? On ne sait pas trop, mais ça a 10 millions d'utilisateurs foyers. C'est quand même beaucoup. Canal+, en Afrique, c'est 7 millions d'abonnés. Payants, avec une antenne satellite, avec une box. Ça fait quand même bizarre, non? Voilà. Donc, leur nouveau terrain de jeu, c'est ces zones qui sont entre guillemets blanches pour eux, c'est-à-dire où il y a une potentialité de lancer leurs services de contenu et leur publicité et tout ce qui va avec, gestion des données, énorme. Et c'est évidemment en Afrique qu'ils ont prévu de faire la plus grande razzia de données. Donc oui, on se sert beaucoup de leurs serveurs de cache, on est très content, ça nous fait économiser beaucoup d'argent, mais ça veut aussi dire que si on utilise beaucoup de cache, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs derrière, d'utilisateurs finaux derrière qui se servent de Google. Alors, juste pour quelques données pas très confidentielles, mais qui sont intéressantes pour comprendre. Aujourd'hui, je vous parlais de la vidéo qui représente plus de 60% de notre trafic total. C'est-à-dire qu'en fait, toute la bande passante qu'on achète, il y en a 60%, on l'achète pour que les clients regardent de la télévision derrière, en streaming. Le premier serveur qui est utilisé, c'est YouTube. De très loin, hein, plus de la moitié des 60%. Ensuite, c'est Netflix. Bon, un Américain, un autre Américain. Après, c'est MyCanal, ouais, un Français. Mais il n'y a pas d'Africain. Et il n'y en a aucun. Il y a eu des petites tentatives d'avoir des services, des plateformes de streaming au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passera demain? Et Stéphane a raison, ce n'est pas seulement la technologie, c'est aussi le contenu. Qu'est-ce qui se passe demain quand tout le contenu vient de l'extérieur? Donc, nous, on amène des tuyaux, mais il faut les remplir, les tuyaux. Qu'est-ce qu'on met dedans? C'est une question. Alors, moi, je suis dans le groupe Vivendi, donc MyCanal, dédié à l'Afrique, avec des contenus produits à 90% localement, de l'information locale, des chaînes locales. Évidemment, ça sera une priorité pour ce qui nous concerne. Hein. On va essayer le plus possible de diriger nos clients fibres vers MyCanal. Mais vous voyez la puissance de frappe dont vient de parler Stéphane sur la possibilité d'action de ces sociétés, elle est infinie. Et c'est le marché publicitaire aussi. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. On a un petit peu débordé, mais c'était passionnant. Merci pour la clarté, parce que voilà, le sujet était un peu technique. Vous étiez tous les trois très clairs. Pour les convictions, on n'en a pas toujours, mais là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en avait. Et je pense que vu l'environnement du CIAN, elle ne pouvait être que bien perçue. Un grand merci à tous les trois pour cette très intéressante conférence. Ah voilà, on va faire un petit texte sur FTTH, NHN, IEP, GPON. Il y en a quelques-uns, on fera ça par écrit. Et la prochaine conférence de la commission digitale, ce sera en fin d'année, ça sera un sujet qui était important à un moment donné, numérique et environnement en Afrique. C'est très différent de ce qui se passe en Europe, donc on verra justement ces écarts. Et peut-être un petit mot de la fin de Sandrine. Désolé d'avoir un peu débordé, mais c'était vraiment passionnant.
Non, on aime bien les échanges comme ça, vifs et alertes et en plein dans l'actualité, enfin, qui nous donnent aussi un retour sur leur business immédiat. Donc, c'était très vivant et des témoignages de sociétés qui s'activent sur le continent africain. Donc, ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt.